Donc, comme l'a dit Marc, je vais vous parler du boson de Higgs, de sa recherche et de cette découverte, si c'est bien lui qu'on a vu. Et je voudrais vous présenter plusieurs aspects de cette recherche. D'abord, évidemment, le contexte scientifique, parce que le boson de Higgs est une particule, on est en physique des particules. De ce contexte scientifique, on déduira le cahier des charges. Qu'est-ce qu'il faut comme instrument pour chasser, découvrir le boson de Higgs? Cet instrument, c'est le Large Hadron Collider. Je vous expliquerai brièvement comment on détecte les particules et j'en profiterai pour brosser un peu un rapide portrait du métier. On participe à des collaborations qui sont des collaborations de 3000 chercheurs, plus de 40 pays, enfin une quarantaine de pays sont représentés. Donc c'est un métier un peu particulier, j'essaierai de vous en parler. Et puis évidemment, j'en viendrai aux résultats, donc à comment on traite et on analyse les données et ce qu'on a montré en juillet. Et je donnerai quelques rapides perspectives. Alors d'abord, le contexte scientifique, donc c'est le modèle standard de la physique des particules. En physique des particules, on a un but très modeste qui est d'expliquer le fonctionnement de l'univers en toute simplicité à partir de ses constituants élémentaires, donc les particules, et des interactions entre particules. Alors ce modèle, il a été construit sur des dizaines d'années par aller-retour entre expérimentation et théorie. L'expérimentation, c'est essentiellement la découverte des particules élémentaires. La toute première identifiée comme telle, c'est l'électron par Thomson en 1897, puis le noyau par Rutherford. Dans le noyau, on a identifié protons et neutrons. Le neutron, c'est Chadwick en 1932, le neutrino, etc. Et les descriptions théoriques, au fur et à mesure, se sont implémentées des découvertes. Alors, ce modèle décrit les constituants de la matière et leurs interactions. Les constituants élémentaires sont au nombre de 12. Ils sont représentés ici dans une table, classés en trois familles. Donc, la première, c'est la famille de la matière ordinaire, l'électron, le lepton chargé électron, le neutrino électronique, qui est un lepton neutre qui va avec l'électron, et puis deux quarks, up et down, qui sont les quarks qu'on retrouve comme quarks de valence dans le neutron et le proton. Et puis cette famille est dupliquée 2 fois pour le muon et le tauon, donc c'est des caractéristiques similaires, mais ils sont plus lourds. Ces particules interagissent entre elles en échangeant des bosons, qui sont caractéristiques de force élémentaire. Alors il y en a 4. Il y a aussi la gravitation, mais aux échelles de masse qu'on regarde là, elle est complètement négligeable par rapport à aux 3 autres interactions. Donc je la mentionne juste. Donc il y a la force électromagnétique. Le boson qu'on échange dans ces cas-là, que les particules échangent, c'est le photon. La force faible, c'est celle qui est responsable de tout ce qui est radioactivité. Et dans ces cas-là, ce qui est échangé, c'est les bosons W et Z. Et puis la force forte, qui est responsable de la cohésion des quarks dans les nucléons et des nucléons dans les noyaux. Et là, ce sont les 8 gluons. Donc ce modèle, il est parfaitement équivalent à une grosse formule mathématique qui repose sur une théorie évidemment quantique et relativiste, compte tenu des objets qu'on regarde, qui est une théorie quantique des champs. Donc l'expression mathématique parfaitement équivalente repose de manière fondamentale, et je vais insister là-dessus, sur des symétries. Ces symétries au tout début, comme par exemple, qui sont équivalentes à des lois de conservation, donc comme par exemple la conservation de l'énergie, au début elles ont été des constatations expérimentales avant d'être identifiées comme constitutives des modèles. Et alors ce modèle, on y tient beaucoup parce qu'il a un pouvoir prédictif vertigineux. Alors par prédiction, j'entends pas évidemment Madame Irma dans sa boule de cristal, mais plutôt des calculs qu'on peut faire avec ce modèle qui nous prédisent des résultats qu'on devrait observer. On les observe parfois avec une précision redoutable. Alors je vais vous donner un exemple d'intervention des symétries, c'est une illustration. Vous avez ici la timeline de découverte des particules. Alors vous voyez, l'électron arrive en premier, et puis au milieu des années 30, on avait toute la matière ordinaire, donc électrons, protons, neutrons, et même l'antimatière qui pointait le bout de son nez avec le positron. Et en 1912, un peu plus tôt, M. S avait observé ce qu'on appelle les rayons cosmiques, qui sont les interactions de protons de haute énergie dans l'atmosphère. Et quand ces rayons cosmiques interagissent avec l'atmosphère, se produit une gerbe de particules, comme vous voyez là sur l'illustration. Et dans ces particules, on a observé celles qu'on connaissait déjà, mais aussi des nouvelles, comme par exemple le muon, et puis le pion, le kaon, et toute une foultitude d'autres particules, toute une zoologie qu'on a découvert dans les rayons cosmiques, et puis ensuite auprès d'accélérateurs et de collisionneurs en laboratoire. Alors ça, pour un physicien, c'est insupportable. Cette diversité-là doit cacher quelque chose. Donc on a commencé à essayer de classer et de ranger ces particules, de chercher des récurrences, donc des lois de symétrie. Donc, là, vous voyez toutes ces particules rangées dans un tableau qui essayent de prendre en compte leur carte d'identité. Leur carte d'identité, c'est les nombres quantiques qui les caractérisent. Il y en a que vous connaissez, la charge électrique, la masse, mais aussi des choses comme le spin, l'étrangeté, etc. Là, ce n'est pas très satisfaisant parce que ce tableau-là ne rend pas compte de toutes les interactions entre particules, ne rend pas compte des comportements des particules. Il y a eu un monsieur qui s'appelait Gell-Mann, qui était à la fois physicien, théoricien, et surtout qui avait un bagage en mathématiques énorme. Et en particulier, ce monsieur était spécialiste en théorie des groupes.
Et il a découvert qu'il y avait un groupe, SO3 pour le nommer, qui permettait de classer dans des tiroirs de symétrie, on va dire, toutes les particules qu'on avait observées. Vous les voyez, ces classements de particules selon Gell-Mann. Alors évidemment, les maths qui étaient en jeu, là, elles rentrent toutes dans les boîtes. Les maths qui étaient en jeu, là, sont un peu abstraites, on va dire, et donc les physiciens étaient sceptiques. Sauf que, dans le classement de Gell-Mann, il y avait un trou. Ici, là, dans le décuplet des baryons, il n'y avait rien ici, il n'y avait pas de particules observées. Donc Gell-Mann a dit, ok, très bien, si je ne me plante pas, vous devriez chercher et trouver une particule à cet endroit-là. C'était en 61, et en 64, on découvre le oméga-, effectivement, exactement avec les nombres quantiques qu'on attendait. Donc là, ça emporte le morceau, et à partir de ce moment-là, on est bien persuadé que les symétries, ce n'est pas seulement des maths, c'est constitutif du modèle. C'est parfaitement équivalent avec la description du modèle en termes de particules. On ne peut pas s'en séparer, elles sont descriptives. Vous voyez ici un cliché de chambre à bulles, je ne sais pas si vous en avez déjà vu, qui montre la création et la désintégration du oméga-. Et alors, c'est encore plus fort que ça. Exactement de la même façon que le tableau de Mendeleïev, là, dans lequel on peut ranger les éléments chimiques en ligne, en colonne et en blocs de couleurs, de la même façon que ce classement, donc ces symétries en quelque sorte, sont le reflet d'une structure beaucoup plus fondamentale de l'atome, qui est qu'il y a dans le noyau un certain nombre de protons, un certain nombre de neutrons et des électrons en nombre bien déterminé qui gravitent autour sur des niveaux d'énergie bien définis. De la même façon, le classement, par exemple, des mésons ici, dans une de ces boîtes de symétrie de Gell-Mann, est le reflet que les particules là ne sont pas élémentaires, mais ont une structure sous-jacente qui est celle des quarks. Là, vous voyez le contenu en quarks. Et ici, vous voyez donc, du coup maintenant l'image moderne de l'atome avec des nucléons qui sont composés de quarks. Eux sont, pour l'instant, on les pense élémentaires, hein, et des électrons qui gravitent autour. Donc la situation avant 1964, c'est celle-là. Il y a équivalence parfaite entre la description du modèle standard par ces éléments constitutifs, hein, les particules élémentaires, ou par cette moi je la trouve très jolie équation qu'on appelle le Lagrangien du, je vous jure qu'elle est jolie, qu'on appelle le Lagrangien du modèle standard. Et comme le disait Galilée, les mathématiques sont le langage de l'univers. Il y a équivalence parfaite. Et tout ce que prédit le modèle standard, tous les calculs qu'on peut faire, sont observés et correspondent aux mesures. Et le modèle jusqu'à maintenant n'a jamais mis en défaut. Ce que vous voyez ici, c'est des observables du modèle standard, à savoir des paramètres, des choses qu'on peut mesurer. Et vous voyez ici, en termes d'écart standard, leur accord avec ce qui est prédit par le modèle standard. Ce que vous dit ce diagramme, là, avec ces barres de couleurs, c'est que le modèle standard a un pouvoir prédictif énorme, d'une part, et d'autre part, qu'il est très cohérent. Oui, j'en vois qui font les grimaces, il y en a un qui a 3 sigma, on ne va quand même pas exagérer. Alors, je vous dis que tout ce que prédit le modèle standard est observé, mais tout ce qui est observé n'est pas prédit par le modèle standard, et c'est là que le bas blesse. Un léger petit détail, dans le Lagrangien du modèle standard, il n'y a pas de masse. Si on met les masses de force dans l'équation, on brise les symétries dont je vous ai dit qu'elles sont constitutives du modèle. Le modèle ne tient plus. Et c'est évidemment en contradiction totale avec l'évidence expérimentale, les particules sont massives. Donc pour ça, il faut reprendre notre copie, c'est les théoriciens qui le font. Pour préserver les symétries qui sous-tendent le modèle, il faut inventer un mécanisme qu'on appelle de brisure spontanée de symétrie ou de symétrie cachée. Alors ça, c'est fait par ces 3 messieurs en 64. Donc il y a M. Higgs d'un côté qui publie un papier et messieurs Englert et Brout d'un autre côté qui produisent un autre papier, tous en 64. Et la façon dont on s'y prend, je vais vous montrer un peu. Là, vous voyez, c'est un potentiel qui est parfaitement symétrique de révolution autour de l'axe vertical. Et vous voyez que si l'état fondamental est ici, mon système potentiel plus état fondamental est symétrique de rotation. Okay, sauf que ça, c'est instable. Et donc, mon système peut choisir, et j'insiste sur le mot choix, un état fondamental qui, lui, brise la symétrie de rotation. Néanmoins, mes équations sont toujours symétriques. Donc, c'est un peu comme ça qu'on fait dans l'équation pour cacher la symétrie. Donc, c'est ce qu'on appelle une brisure douce. Alors ça nécessite, dans le Lagrangien, la jolie équation que je vous ai montrée tout à l'heure, l'introduction d'un nouveau champ, qu'on appelle maintenant le champ de Higgs. Je tiens à rendre hommage à messieurs Brout et Englert, qui sont quand même pour quelque chose, mais l'histoire a retenu que Higgs, et d'un boson qu'on appelle le boson de Higgs. Et ce mécanisme donc qu'on appelle brisure spontanée de la symétrie électrofaible, pour frimer un peu, ça laisse l'électromagnétisme comme symétrie exacte. Ça, c'est important parce que, vous le savez, le photon, lui, est de masse nulle, et après ce mécanisme de brisure de symétrie, il est toujours de masse nulle. Par contre, les bosons W et Z, dont on mesurait les masses, en acquiert une, et on peut donner aussi une masse aux fermions. Et alors, vous voyez que c'est un postulat
théorique, c'est des théoriciens qui inventent quelque chose pour que le modèle continue à tenir la route. Donc, par exemple, je vous disais que c'était important pour nous, non d'ailleurs je ne vous l'ai pas dit, c'est très important pour nous d'avoir découvert cette particule, je vais essayer de vous en convaincre, mais c'est surtout aussi, ce n'est pas tous les jours qu'on découvre une particule élémentaire. Alors vous avez vu sur mes découvertes de particules élémentaires, il y a eu un moment où on en découvrait plein, mais là la dernière c'était 95, c'était le top, le quark top. Sauf que l'existence du quark top ne faisait aucun doute. Là, on a une spéculation théorique, la seule façon qu'on a d'être sûr que ces messieurs ont raison, c'est de voir cette nouvelle particule qui est prédite, qui est le boson de Higgs. Alors pour éclaircir un peu, pour clarifier un peu mon propos, je vais vous expliquer l'image qu'on a maintenant de comment les particules acquièrent une masse grâce au champ de Higgs. Donc il y a 13,7 milliards d'années, c'est pas hier, le Big Bang, blabla, voilà. Le Big Bang, on a un univers très dense et très chaud, qui commence à s'étendre et qui donc se refroidit. Les particules élémentaires, avant 10-12 secondes d'âge de l'univers, sont sans masse. Et puis, entrée en action du mécanisme de Higgs, on peut voir ça un peu comme un mécanisme, un processus similaire à la condensation, un peu comme la vapeur devient liquide quand la température baisse. Et le vide acquiert une certaine tension. On peut voir ça comme des gouttelettes de vide qui s'accumulent autour des particules, et les particules du coup freinent et acquièrent une masse inertielle. Le vide se condense, elles ont une masse, elles ne vont plus à la vitesse de la lumière. Donc c'est un peu comme ça qu'on imagine l'action, enfin pour visualiser l'action du champ de Higgs donnant une masse aux particules. Donc j'espère vous avoir convaincu que ce boson, c'était vraiment, l'observer, c'était vraiment la seule façon qu'on avait de valider l'imagination, on va dire, la théorie des messieurs Engler, Brut et Higgs. Alors, comment on fait pour le chercher, du coup? Je vais vous donner ses caractéristiques et vous montrer ce dont on a besoin pour le chercher. Alors là, celle-là, vous la connaissez, E égale mc2, je ne surprends personne. Pour créer une particule d'une certaine masse, il faut y mettre l'énergie correspondante. Et il se trouve que la seule chose que ne dit pas le modèle, c'est la masse du boson de Higgs. Une fois qu'on a décidé à quelle masse on allait chercher le boson de Higgs, le modèle nous permet de calculer tout un tas de choses sur le fameux boson. Mais le modèle ne prédit pas la masse. Donc ce qu'on est obligé de faire avec les instruments dont on dispose, c'est chercher dans le domaine de masse dont on dispose, avec l'énergie qu'on a, si on voit ou pas le boson de Higgs. Et si on ne le voit pas, on met une limite. On dit OK, on n'avait pas assez d'énergie pour le produire, il va falloir créer un accélérateur, un collisionneur de particules plus puissant pour disposer de plus d'énergie pour pouvoir créer cette particule qui doit être à plus haute masse. En 2009, quand le boson a été vu au LHC, je vais vous en parler. En 2009, quand le LHC a démarré, on avait une limite inférieure du boson de Higgs à 114,4 GeV sur C2. Le GeV sur C2, c'est une unité de physicien de masse, d'accord? Ça vaut 1,8 10 puissance moins 27 kg. Donc utiliser cette unité sympathique, ça nous évite de traîner des millions de zéros sur nos feuilles, et c'est tant mieux. Et puis il y avait une petite bande de masse qui était exclue par le collisionneur proton-antiproton aux États-Unis, qui s'appelle le tévatron. Donc il nous fallait beaucoup d'énergie, puisqu'on avait déjà exclu des masses plus petites que 114 GeV. Et puis il y a une autre chose, c'est ce qu'on appelle la luminosité. Ce que vous voyez sur ce diagramme-là, c'est la probabilité de produire tel ou tel processus dans une collision de particules en fonction de l'énergie dont on dispose dans cette collision de particules. Ici, c'est les énergies dont on dispose au LHC. Là, c'est l'énergie disponible pour le tévatron. La ligne, je ne sais pas quoi, turquoise en haut, là, c'est le tout venant, la section efficace totale. Autrement dit, tout ce qu'on peut produire, ça donne ça. Et là, ce que vous voyez, c'est selon 3 hypothèses de masse de Higgs, la probabilité de produire un boson de Higgs. Il y a un facteur 10-10. Autrement dit, sur une collision sur 10 milliards, va produire un boson de Higgs. Donc ça, c'est la deuxième contrainte qui rentre dans le cahier des charges. C'est non seulement on a besoin d'un accélérateur qui nous file plein d'énergie, sinon on ne va pas réussir à le produire, mais aussi on a besoin d'un accélérateur qui produise énormément d'événements pour avoir une chance dans le tas d'en voir un qui contienne un boson de Higgs. Donc on dit haute énergie, haute luminosité. Donc voilà, cet instrument, c'est le LHC, ça représentait un véritable défi technologique. Alors le LHC, le voilà, c'est donc un collisionneur proton qui est installé à 100 mètres sous terre, sous la frontière franco-suisse. Donc on y fait circuler dans les deux sens des faisceaux de protons à 7 TeV d'énergie. Quand on sera au nominal, pour l'instant, on tourne à 4 TeV, téraélectronvolts, par faisceau. Cet anneau-là, qui fait 27 km de circonférence. Et pour moi, c'est la machine des superlatifs, et je vais vous expliquer pourquoi. Alors d'abord, avec les aimants et la cryogénie. Donc le LHC contient 9300 aimants différents,
Il y a par exemple les 400 quadripoles supra. Alors vous vous en voyez une section ici des quadripoles supra. Les quadripoles, c'est ceux qui concentrent les faisceaux de protons pour qu'ils soient le plus denses possible. Mais les principaux, c'est les 1232 dipôles. Vous voyez une section des dipôles, là, donc, avec un trou pour chacun des deux faisceaux, qui sont responsables évidemment de courber la trajectoire des protons pour qu'ils suivent la trajectoire circulaire du LHC, bêtement. Et ces dipôles font plus de 14 mètres, vous les voyez ici dans leur cryostat, 35 tonnes chacun. Et mine de rien, ces dipôles supra équipent 18 km sur les 27 de circonférence du LHC. Alors, pour pouvoir créer des champs extrêmement forts, on utilise un matériau supraconducteur qui est du nobium-titane. On l'utilise à 1,9 Kelvin, donc on est à 1,9 Kelvin du zéro absolu, ce qui nous permet de produire des champs de 8,33 Tesla. Et alors, ce champ, il est obtenu par un bobinage. Moi, c'est un chiffre qui me fait rigoler, donc je vous en fais profiter. D'un bobinage d'un câble, lui-même, vous le voyez, le câble, il est là. Lui-même fait de brins torsadés, eux-mêmes fait de filaments. Et il y a 7600 km de câbles dans le LHC. Si je débobine tout ça en filaments, ça me fait 5 allers-retours Terre-Soleil, en supraconducteur. Plus un aller sur la Lune, il y a du rab. Donc, pour maintenir tout ça à froid, mine de rien, on a le plus gros frigo du monde. 40 000 tonnes de matériel à presque le zéro absolu. Pour ça, ça nécessite 120 tonnes d'hélium superfluide. Et c'est aussi une machine de contraste parce que les températures générées par les collisions, donc au point de collision au centre des détecteurs, sont plus de 100 000 fois supérieures à celles qui règnent au centre du Soleil. Donc il y a vraiment des froids absolus et des températures très élevées. Alors c'est aussi l'espace le plus vide du système solaire. Les faisceaux de protons qu'on fait circuler dans les tubes, on a envie qu'ils se collisionnent entre eux au centre des détecteurs et pas dans n'importe quoi avant d'arriver au centre des détecteurs. Donc on maintient un ultra-vide de 10-13 atmosphères, à savoir 10 fois moins que sur la Lune, et ça maintenu sur les 27 km de circonférence de l'accélérateur. Donc les faisceaux de protons, maintenant, c'est presque 3000 paquets de 100 milliards de protons, ouais, qui sont espacés de 25 nanosecondes et qui font 11 245 tours par seconde. En gros, je suis en train de parler de trillions de protons lancés à, attention, je prends ma respiration, 99,9999991% de la vitesse de la lumière, et tout ça à cornaquer, à maintenir dans un espace très restreint. Vous voyez ce qu'on leur fait subir aux faisceaux. On les courbe, on les tortille, on les squeeze pour qu'ils soient le plus denses possible au point de collision, et on y arrive très bien. Alors maintenant qu'on a créé, avec des collisions de protons, on a donc créé des nouvelles particules, il va falloir les détecter, évidemment. Donc pour ça, on a besoin de gros détecteurs de particules. Les deux que je vais vous présenter maintenant, c'est Atlas et CMS. Alors, je vais être très biaisée dans mon discours, il faut que vous sachiez un truc. Tous les centraliens qui font de la physique des particules et qui sont là aujourd'hui viennent de la même manip et c'est Atlas. Donc, il est possible que je sois légèrement biaisée dans mon discours et que je vous montre plus de résultats d'Atlas que de CMS. C'est plus que possible, d'ailleurs. Donc là, ce que vous voyez, c'est l'anneau du LHC, les 27 km. Il y a 4 points de collision dessus. Ces deux-là de détecteurs sont des détecteurs qu'on dit spécifiques. Celui du haut, si je ne me trompe pas, c'est Alice. Lui, il est spécialisé dans les collisions qu'on dit d'ions lourds. En fait, 1 mois par an, le LHC n'accélère pas des protons, mais accélère des ions plomb pour étudier le 4e état de la matière, qui est le plasma, quark et gluon. Et celui-ci, c'est LHCb. Lui, il est spécialisé dans l'étude des particules qui contiennent un quark B. Les deux autres, CMS, là, et Atlas, ici, sont les deux détecteurs généralistes. Ils sont là pour faire un panel de physique très étendu. Alors, les principes de détection sont les suivants. Imaginez que vous avez... Alors, elle est très vieille, ma photo, donc c'est E plus E moins, mais maintenant, c'est proton-proton. Imaginez que vous avez les faisceaux qui arrivent comme ça et le point de collision ici. Nous, évidemment, on ne veut rien rater de l'événement. Donc, on fait un détecteur le plus hermétique possible qui entoure le plus possible le point de collision, d'accord, pour pouvoir récupérer toutes les particules qui sont produites un maximum. Ensuite, on le fait en couches, on dit un détecteur en oignon, en couches successives qui sont installées et choisies de façon futée pour pouvoir nous permettre d'identifier et de mesurer les particules. Je m'explique. Là, vous voyez avec les mêmes codes de couleurs les couches des détecteurs. Donc le plus central, en couleur moche, là, je ne sais pas si c'est gris ou vert, c'est le détecteur de traces. Dans ce détecteur, les particules chargées vont laisser une trace, donc vont laisser des signaux dans le détecteur. Les particules neutres ne vont pas en laisser. Donc rien qu'en mettant déjà cette couche-là, j'ai déjà un indice, une indication de ce que c'est que les particules qui passent. Ensuite, on met le calorimètre électromagnétique. Alors on est encore plus biaisé parce qu'on est tous de la communauté du calorimètre électromagnétique. C'est un peu notre détecteur chouchou. Ici, dans le détecteur électromagnétique, les particules électromagnétiques, donc photons et électrons-positrons, vont déposer toute leur énergie.
Donc vous voyez comment on fait là déjà, rien qu'avec 2 couches, pour identifier et mesurer les particules. Si ça a laissé une trace dans le détecteur de traces et que ça dépose toute son énergie dans le calorimètre électromagnétique, c'est un électron ou un positron, dont je connais l'énergie. Si je n'ai pas de trace dans le détecteur de traces et toute son énergie dans le détecteur électromagnétique, c'est un photon, dont je connais l'énergie. La couche suivante en vert, c'est le calorimètre hadronique, et c'est le même principe, mais ce coup-ci pour les hadrons, c'est-à-dire les particules lourdes, les pions, les protons, les neutrons, par exemple. On distingue pareil les particules neutres des particules chargées, et on mesure l'énergie. Et la couche la plus externe est là pour détecter les muons. Les muons ont la particularité de traverser tout le détecteur. Donc si on voit quelque chose dans cette couche externe, c'est forcément un muon. Donc vous voyez qu'en dimensionnant et en choisissant correctement l'empilement de mes sous-détecteurs, j'arrive à identifier et mesurer les particules. Les principes généraux de détection sont inchangés depuis longtemps, mais par contre, là, le cahier des charges pour Atlas et CMS était très, très exigeant. Donc, on a conçu des détecteurs à la fois énormes, et innovants et très complexes. Je vais vous les montrer. Là, donc, il y a Atlas et CMS, les généralistes, donc sur les mêmes buts de physique, hein, mais de conceptions très différentes. Alors, pourquoi on fait 2 détecteurs qui font la même physique? Parce qu'avec des conceptions très différentes, si les 2 voient la même chose, on a évidemment un cross-check très fort de ce qu'on a vu, quoi. Donc ils sont conçus pareil, hein, exactement comme je viens de vous décrire, avec un détecteur de traces central, calorimètre électromagnétique, calorimètre hadronique et détecteur à muons tout autour. Atlas, c'est le géant. Il fait 44 mètres de long, 22 mètres de diamètre et 7000 tonnes. C'est un peu comme un immeuble de 10 étages qu'on aurait couché sur le côté. Et vous allez voir, je vais vous montrer des photos, il a été assemblé dans la caverne comme un Lego géant, pièce par pièce. Alors que CMS, c'est vraiment le poids lourd, il est presque 2 fois moins grand, mais il fait 12 500 tonnes. Le C de CMS, c'est compact. Pas une blague. Et donc le cahier des charges, c'était que ces choses-là devaient résister évidemment à des forts taux d'irradiation, des volumes de données à traiter par une unité de temps énorme, des granularités très fines. Dans le détecteur central, on attend plus de 1000 traces par croisement de faisceaux. Donc il faut évidemment distinguer toutes les traces les unes des autres. Je vais vous montrer des événements. Donc quelques petites photos. Là, c'est pour Atlas. Vous voyez à gauche la descente d'une des bobines du toroïdaire qui crée le champ magnétique pour le détecteur à muons. On les a descendues avec beaucoup de précautions. Vous voyez sur la photo qui est en haut à droite le toroïdaire une fois assemblé. Et au fond, vous distinguez toute la partie calorimétrique qui n'est pas encore en place, qui attend au fond. Et si vous plissez les yeux, vous voyez peut-être un monsieur devant pour vous donner un peu une idée de l'échelle du détecteur. La chose rouge, c'est un demi-barrel. Ou il est entier? C'est un demi, ou c'est le demi-barrel, donc c'est une moitié du calorimètre électromagnétique. En tout, il y a 60 tonnes de calorimètre électromagnétique, donc là, c'est la moitié. Et puis, les petites choses bleues, là, avec des messieurs très précautionneux, c'est la partie centrale du détecteur Atlas, donc le détecteur de traces, une partie du détecteur de traces. Et puis là, c'est la même chose pour CMS. Alors, CMS se caractérise par un solénoïde pour créer le champ magnétique, qui est un des plus gros du monde. Vous voyez ici, là, le solénoïde avant d'être emmanché dans le reste du détecteur. Et lui, le détecteur, il n'a pas été assemblé comme un Lego. Il a été assemblé en surface, puis descendu dans la caverne, par le puits, là, en 5 grosses tranches, un peu comme un gâteau. Vous voyez ici les cristaux du calorimètre électromagnétique de CMS et en haut à gauche, le détecteur de traces. Et ça a l'air très complexe, et c'est très complexe, et toutes ces machines ont mis je vais vous l'expliquer après, des années, et ont demandé beaucoup d'efforts à être construites, mais ça marche et très bien. Et vous voyez l'effet que ça fait sur des gens qui, depuis 30 ans, bossent dessus. Je vous jure que ces gens-là sont d'habitude très sérieux, mais là, on était un petit peu joyeux quand même pour les premières collisions. Enfin, là, c'est pas une collision. Quand on a vu les premières choses dans les détecteurs, que le LHC fonctionnait. Alors justement, ces gens-là me permettent de passer à la suite. Pour moi, le LHC, c'est vraiment une aventure humaine. C'est un projet énorme et qui a une certaine particularité. D'ailleurs, je voudrais vous donner une petite anecdote. Un jour, dans mon bureau au CERN, je vois débarquer une dame avec un calepin qui m'explique qu'elle est ethnologue et qu'elle va faire une étude sur le milieu des physiciens. Donc apparemment, on est une race très étrange et on mérite des tas d'études de sociologie et d'ethnologie. C'était très rigolo. Donc ces manips sont des manips colossales. Alors je commence déjà à être biaisée, il y a qu'Atlas qui est dessiné là-dessus. Vous voyez ici tous les pays en jaune qui participent à l'expérience Atlas. Donc il y a 38 pays, 174 labos, et ça représente à peu près 3000 physiciens. Donc c'est colossal. Comment fait-on pour faire travailler tous ces gens-là ensemble? Alors, moi, j'y étais pas, hein, mais donc ça me fascine cette histoire. Comment se montent des projets pareils? Le coup d'envoi, c'est le workshop de Lausanne en 84, à l'initiative de grands noms du CERN que vous connaissez peut-être, comme par exemple Carlo Rubbia, qui est prix Nobel de physique, pour définir une stratégie à long terme pour la physique qui se fait au CERN. Alors, je vous donne quand même un peu le contexte. En 83, aux États-Unis, a été approuvé un projet qui s'appelait le SSC
Super Conducting Collider, si je ne me trompe pas. Et c'était un truc monumental. De scratch, mais vraiment, il partait de rien. Il voulait construire quelque chose de 87 km de circonférence. Mon truc, là, que je vous ai montré avant, on se déplace à vélo dans le tunnel. Il fait déjà 27 km. Eux, c'était, je crois, 87 km. Ils voulaient monter à 40 TeV dans le centre de masse. Donc 40 TeV d'énergie disponible. Nous, là, on galère pour arriver à 8. Et on va monter à 14. Donc c'était un projet monstrueux qui voulait couvrir un domaine de physique gigantesque. Là, il fallait une réponse européenne. Et le CERN, donc le CERN réfléchit à ce qu'on peut faire. Le contexte, c'est aussi qu'au CERN, on est en train de construire le LEP, donc l'accélérateur précédent qui était dans le même tunnel de 27 km, qui était un collisionneur électron-positron. Et donc on avait déjà le tunnel. On avait déjà le tunnel et on avait aussi déjà toute la chaîne d'accélérateurs qui précède et qui amène les particules à une énergie susceptible d'être accélérée par l'accélérateur final. Donc nous, le CERN ne partait pas de scratch. Il y avait déjà beaucoup de choses qui étaient installées, mais du coup, on était limité en taille à 27 km de circonférence par le tunnel du LEP. On décide donc de construire le LHC. À partir de ce moment-là, les discussions commencent dans les laboratoires entre physiciens. C'est le début de la R&D, je vous l'ai dit, les défis sont énormes. Mais la grande force du projet LHC au CERN, ça va être la création du Detector Research and Development Committee au CERN, qui du coup structure la R&D, structure les projets, les collaborations et coordonne les efforts. À cette période-là, les différents laboratoires commencent à se répartir les tâches, donc en fonction de leur budget, des physiciens qui sont intéressés, etc. À la fin des années 80, on a des proto-collaborations internationales qui se sont créées autour des idées de détecteurs. Et à ce stade, il n'y a aucune hiérarchie, même pas organisationnelle, c'est des discussions entre physiciens. Les groupes s'associent par affinité personnelle et puis évidemment de manière à mutualiser les ressources. Les ressources comme le savoir-faire, s'il y a présence ou pas dans les labos d'ingénieurs et de techniciens compétents, les ressources évidemment financières et matérielles, et puis l'infrastructure, est-ce qu'on a des salles blanches, est-ce qu'on a des halls de montage, etc. Il y a à la fois compétition et collaboration pour obtenir les détecteurs les meilleurs, compte tenu de ce qu'on s'est fixé comme but de physique, dont le Higgs évidemment. Les grands jalons, c'est les lettres d'intention. Ces proto-collaborations, une fois qu'elles se sont à peu près mises d'accord sur un type de détecteur à proposer, font ce qu'on appelle une lettre d'intention, élisent un porte-parole qui est juste là pour amener la lettre d'intention au LHCC, c'est le LHC Committee, qui va faire des choix en fonction de ce qu'il va lire sur ces lettres d'intention. Alors, il y en a eu 3 qui ont été présentées pour les grands détecteurs généralistes. Il y en avait une, c'était L3+1. C'est ça qui a été rejeté par le LHCC, qui était en gros une copie conforme en plus gros d'un détecteur qui était auprès du LEP, donc de l'accélérateur précédent. Il y a eu CMS qui a été accepté tel quel, et puis il y avait 2 projets qui s'appelaient Eagle et Ascot et qui étaient assez proches d'un point de vue technologique, qui ont fusionné pour donner Atlas. Donc les choix ont été basés sur le résultat des programmes de R&D, évidemment, et donc des performances pour la physique, mais aussi l'analyse du risque. Je ne sais pas si vous voyez ce que je suis en train de vous raconter, ça se passait dans les années 80, on est en 2012. Ça veut dire qu'on est obligé de se projeter dans le futur et d'inventer des technologies qui n'existent pas encore. Donc il faut évidemment prendre en compte si ces technologies sont susceptibles d'être construites, fragiles ou complexes. Et puis analyse de coût, risque de surcoût, et puis parfois bêtement préférence intellectuelle. À ce niveau-là, les collaborations existent, donc il y avait Atlas et CMS, même s'il reste des choix techniques. Et dans les laboratoires, les groupes se constituent. Alors au début, plus de services techniques que de services de physique, et puis au fur et à mesure, les mélanges vont changer. Le deuxième jalon, c'est le Technical Proposal. En gros, les choix techniques sont en gros fixés, puis on fait un premier planning prévisionnel. Et là, il y a un début de structure, donc il y a un porte-parole, un coordinateur financier, un coordinateur technique, et puis on voit des project leaders, c'est-à-dire des responsables de groupes de physique ou de détecteurs. Le gros jalon, c'est le Technical Design Report. Il y en a un par sous-détecteur et ça définit la physique, les performances des sous-détecteurs et ce qu'on va faire. Ça, c'est la période des prototypes et donc des appels d'offres vers les labos ou l'industrie en fonction des capacités de production. Et là, on s'enrichit encore en structure de chefs de projet, de chefs de sous-groupe, etc. Et le dernier grand jalon dans une expérience comme ça, c'est le Memorandum of Understanding. Je le dis en entier parce que mou, ça fait un peu bizarre. Et ça signe l'engagement des laboratoires, mais c'est un contrat moral, et répartit les tâches et les financements. Qu'est-ce que j'ai raconté là? Ouais. Le plus intéressant, c'est pour ça qu'on intéresse les sociologues et les ethnologues, c'est que le principe culturel de base, vous l'avez compris, c'est la coordination plutôt que la hiérarchie. Évidemment, ça fonctionne juste parce qu'on est tous là dans le même but, qui est de faire de la physique, et avec suffisamment d'humilité pour accepter évidemment les différences culturelles. Il y a 40 pays représentés, encore une fois, et presque 180 labos. Et le critère de base, c'est la compétence. L'avis des personnes qui sont considérées comme les plus compétentes
pèsent lourd, même si elles ne sont pas une fonction particulière. Ce n'est pas parce qu'on est chef qu'on va pouvoir emporter le morceau. Le choix des coordinateurs, c'est pareil, ça se fait de façon aussi démocratique que possible et ça tourne souvent, c'est basé sur des élections. Et n'importe quel individu ou laboratoire peut emporter une décision s'il parvient à convaincre sa communauté. Donc les structures sont pyramidales, mais c'est organisationnel et au sein de chaque structure, je vais y arriver, chaque élément conserve une grande autonomie. Et l'organisation, alors on n'a pas le temps de le décrire, mais si ça vous intéresse, on pourra vous en parler plus après, est matricielle et c'est indispensable pour tenir compte des logiques différentes, vu la taille des projets, donc des logiques institutionnelles et financières et techniques et scientifiques. Alors juste pour vous dire un mot de la contribution française, il y a 6 labos qui participent, 5 du CNRS, et puis le CEA IRFU dont je fais partie. Ça représente à peu près 450 ingénieurs, techniciens et physiciens. On est intervenu à peu près à tous les étages dans les labos français des sous-détecteurs, c'est Atlas là, je vous avais dit que je serais biaisée. On est intervenu à peu près à tous les sous-détecteurs. Et pour vous donner une idée des coûts, tout le monde me dit qu'elle coûte cher ta recherche, c'est vrai. Le LHC, c'est 2 giga-euros. Par expérience, c'est 350 méga-euros à peu près, chacune pour Atlas et CMS. Et par chercheur, ça coûte au labo 100 kilo-euros pour 1000 publications sur 10 ans. Donc la contribution française à Atlas, c'est 20 méga-euros et c'est proportionnel au signataire, tout ça. Ça, c'est ce qu'on appelle des coûts opérationnels. En gros, c'est ce que chaque labo verse tous les ans. Non, là, c'est intégré au CERN. Alors voilà, je vous ai un peu raconté les outils, donc le LHC, les détecteurs. Je vous ai un peu raconté qui travaillait là-dedans, comment on s'organisait pour travailler. Évidemment, maintenant, on fait de la physique. Donc, je vais vous montrer comment on traite les données, comment on les analyse, et puis les résultats. Alors, rapidement, pour ceux que ça intéresse, et là, on a des spécialistes qui seront là dans la table ronde tout à l'heure, qui pourront en parler mieux que moi. Alors, les données, c'est quoi les données? C'est juste tout ce qui sort des détecteurs. Les détecteurs, c'est des objets, c'est des instruments électroniques qui nous donnent des signaux. Ils génèrent des signaux au passage des particules. Évidemment, il faut d'abord les numériser. Et ensuite, il faut faire ce qu'on appelle un tri, un déclenchement. Donc ça consiste en quoi? Faire des calculs très rapides, par exemple, mais grossiers et rapides, enfin grossiers pas tant que ça, mais grossiers et rapides par rapport à ce qu'on sait faire après, pour, par exemple, mesurer l'énergie, identifier un type de particules. Et pourquoi on fait ça? Pour sélectionner en ligne les événements intéressants. Pourquoi on a besoin de sélectionner en ligne les événements intéressants? C'est parce que le taux d'événements, c'est 40 millions par seconde. Et ça, évidemment, il n'y a aucune machine au monde qui est capable de stocker ça. Donc, il faut passer à 100 événements par seconde. Et donc, pour ça, on a besoin de ce système de déclenchement, donc de traitement en ligne, qui sélectionne les événements dits intéressants en fonction de la physique qu'on veut faire, bien sûr. Et ça nécessite 2000 PC qui travaillent en parallèle. Ensuite, hors ligne, on fait les choses proprement sur ces événements qu'on a sélectionnés comme intéressants. Donc, on n'a plus que 100 événements par seconde, sauf qu'un événement, c'est 1,5 mégabytes. En gros, c'est des vieux chiffres, mais ça n'a pas dû bouger beaucoup. Donc ça, avec 10 millions ça donne 10 millions de gigabytes par an à stocker et à traiter. Là, évidemment, on est d'accord. Personne ne peut faire ça sur son petit PC personnel. Et donc, tout le traitement de l'information, là, est réparti sur le monde entier dans ce qu'on appelle la grille de calcul. Et là, vous voyez sur la carte, tous les petits points bleus et verts sont des centres de calcul qui sont mis en réseau pour traiter, se partager les données, traiter les données tous ensemble. Donc la reconstruction, ce qu'on appelle la reconstruction, c'est les signaux, c'est bien gentil, mais pour le physicien, ce qui est important, c'est l'objet physique. Donc c'est transformer ces signaux, comme je l'ai montré tout à l'heure en vous expliquant comment marchaient les détecteurs, en objets physiques. Donc par exemple, position, temps, énergie et identification. Est-ce que j'ai vu un électron, un photon, etc. Donc ça nécessite 100 000 PC qui tournent 24 heures sur 24, d'où la grille de calcul. Donc voilà, maintenant j'ai des signaux, je vais faire de la recherche de bosons de Higgs, puis le temps que je blablate, vous l'attendez sûrement. Donc, comment on analyse les données? Le boson de Higgs, prédit par le modèle standard, a une certaine probabilité de se désintégrer dans différents modes. On appelle ça un canal. Donc, il va se désintégrer, par exemple, en WW, c'est la courbe verte, ou en d'autres particules. Vous voyez ici la probabilité de désintégration en fonction de la masse du boson de Higgs. Voilà. Alors, évidemment, maintenant, il faut que je choisisse quel mode je vais étudier. Vous me direz, vu que des bosons de Higgs, il y en a déjà un tous les 10 milliards, peut-être que ce serait futé de prendre le mode le plus probable. Sauf que non. Ce mode le plus probable, dans l'état final, il y a des quarks. Les quarks ne sont jamais tout seuls, ils s'habillent et ils font dans mes détecteurs ce qu'on appelle des jets de particules. Vous en voyez ici 2.
Donc très bien, ok, ça c'est un événement à 2 jets. Sauf que je ne sais pas si vous vous rappelez, quand je vous disais qu'il y avait un événement sur 10 milliards, les 10 milliards, ils ressemblent tous à ça. Donc trouver un boson de Higgs là-dedans, ça va être infernal. D'autant que, vous vous souvenez probablement que je vous ai dit qu'on voulait une luminosité élevée. Luminosité élevée, ça veut dire qu'on a condensé nos paquets, on a fait des paquets de protons les plus denses possibles. Très bien, ça veut dire que ce n'est pas un proton contre un proton à chaque croisement de faisceau, mais c'est jusqu'à 20. Là, il y a 20, vous voyez, là c'est l'axe du faisceau, dans Atlas, il y a eu jusqu'à 20 interactions exactement en même temps. Ça allume le détecteur interne de traces comme un sapin de Noël, on ne voit plus rien. Donc chercher un Higgs en jet de particules, là-dedans, bon courage. Donc c'est pour ça qu'on ne va pas choisir forcément le canal le plus probable, mais un canal pas forcément probable, qui va avoir une probabilité encore plus faible, mais facile à reconnaître. Là, vous voyez, toujours dans cet événement-là, il y a 2 choses qui sortent comme le nez au milieu de la figure, qui sont 2 muons, qui traversent tout le détecteur, et donc on reconnaît parfaitement bien. Donc on va préférer des canaux moins probables, mais beaucoup plus faciles à reconnaître. Il y en a un, par exemple, dont je vais vous montrer le résultat, c'est le Higgs en 2 photons. C'est la courbe grise, là. Donc peu probable, mais facile à voir. Je vous en donne un exemple. Donc, on est d'Atlas, certes, mais je vous montre quand même un petit événement de CMS, n'est-ce pas? Ça, c'est un candidat Higgs dans CMS en 2 photons. On a mis des pointillés, là. Il ne marche pas, mon truc. On a mis des pointillés juste pour visualiser les traces, mais en fait, elles n'y sont pas. Les photons sont neutres, ils ne laissent pas de traces dans le détecteur interne. Par contre, on voit en vert les 2 dépôts calorimétriques. Et ça, c'est très facile à voir, même s'il y a du bazar autour. Alors maintenant qu'on a sélectionné nos événements, on va nettoyer et trier, parce qu'il existe quelque chose de très pénible pour un physicien, c'est le bruit de fond. Alors il y a 2 types de bruit de fond, il y en a un qu'on appelle irréductible. Je m'explique. Un bruit de fond irréductible, c'est un processus physique qui va avoir dans mon détecteur rigoureusement la même tête qu'un événement de Higgs. Embêtant. Je vous donne un exemple. Ici, c'est dans CMS, à gauche, là, un événement candidat Higgs en 4 leptons. Vous voyez les 2 gros dépôts verts, ces 2 électrons, et les 2 traces rouges, ces 2 muons. D'accord ? Et vous voyez à côté un événement dans Atlas à 4 muons qui, lui, n'est pas un Higgs. Et dans le détecteur, j'aurai exactement la même chose. Donc ça, c'est un bruit de fond dit irréductible, ça veut dire que je vais me le traîner tout du long de mon analyse. Je ne peux rien y faire. En revanche, il existe un 2e type de bruit de fond qui s'appelle réductible, et c'est là qu'on a été futé en designant nos détecteurs. Dans le canal 2 photons, donc j'attends dans l'état final 2 dépôts calorimétriques et pas de traces en face. Il se trouve que dans la nature, il y a un truc qui s'appelle le pi0, le pion neutre, qui se désintègre en 2 photons, lui, et chacun de ces 2 photons vont être très proches quand on est à haute énergie, comme on est au LHC. Si j'ai 2 pi0 dans mon détecteur, je vais avoir l'impression que j'ai 2 photons. À distinguer du Higgs, c'est pareil, c'est coton. Sauf que là, ce que vous voyez en coupe, c'est le calorimètre électromagnétique d'Atlas, notre détecteur, j'en profite un petit coup, pub. Et ce que vous voyez là, c'est qu'on a mis une couche avec une très fine granularité qui nous permet de distinguer 2 dépôts, comme vous voyez sur la photo du haut, de un seul dépôt. Ça, c'est un pi0. Les 2 photons sont du coup discernables dans la première couche à granularité fine. Et ça, c'est un seul dépôt, c'est un photon. Donc ça, c'est un bruit de fond qu'on va appeler réductible. Ça veut dire qu'on a construit un détecteur suffisamment futé pour pouvoir rejeter ces événements-là. Ça fait partie de l'analyse des données. Rejeter les bruits de fond qu'on peut rejeter. Et la dernière étape, c'est l'interprétation des résultats. Alors là, je vous montre ce qu'on a montré en fin 2011. Donc, ce que vous voyez dans Atlas et CMS, c'est la distribution de ce qu'on appelle la masse invariante. Alors, en fait, c'est très simple, c'est un mot barbare très simple. C'est la masse de la particule qui s'est désintégrée calculée à partir des caractéristiques des particules de désintégration. Là, en l'occurrence, les 2 photons qu'on a récupérés dans le détecteur. Avec ça, on reconstruit la masse qui est à l'origine de cette désintégration. Le modèle standard me permet de calculer ce que j'attends pour des événements qui ne sont pas Higgs. Donc, tout mon bruit de fond que j'ai gardé. Et ça, c'est la courbe pleine ici. Et puis, le modèle me permet aussi de calculer ce que je dois attendre si jamais il y a un boson de Higgs. Et c'est la petite bosse bleu foncé. La même chose dans CMS à côté. Vous voyez que là, ce n'était pas évident. Donc, quand les journaux, fin 2011, ont dit « on a vu des signes de boson de Higgs », nous, on n'était pas très convaincus. On a continué à chercher avec acharnement parce que ça, là, avec les barres d'erreur, aller dire que c'est une bosse, pas une bosse, dans CMS, c'est pareil, une bosse là ou pas. Statistiquement, ce n'est pas exploitable. Mais en juillet 2012, donc là pour le coup ça fait le tour de la presse et on était d'accord avec, on a annoncé qu'on avait vu quelque chose.
Alors, je vous montre exactement les mêmes diagrammes que je viens de vous montrer, mais cette fois-ci avec toute la statistique accumulée en 2011 et en 2012 jusqu'en juillet, ou le mois de juin, je crois. Et donc, vous voyez cette fois-ci que c'est statistiquement significatif. Là, on peut dire qu'on a observé une nouvelle particule de masse 125,6, quelque chose comme ça, autour. Et important, là, c'est le canal gamma-gamma, donc 2 photons, et on voit exactement la même chose dans Atlas et dans CMS. Donc là, on peut annoncer une découverte d'une nouvelle particule. Ce qui est important aussi, c'est d'essayer les autres canaux. Je vous ai dit qu'ils étaient moins faciles à analyser, pour tout un tas de raisons. Néanmoins, on va augmenter la significance statistique de ce qu'on va voir si on combine les différents canaux de désintégration du boson de Higgs. Là, ce que vous voyez, c'est le 4 lepton. Alors, en l'occurrence, il est sous la petite bosse bleue pour Atlas et sous la petite bosse rouge pour CMS. Vous voyez avec ces barres d'erreur là que c'est beaucoup moins évident que dans le canal précédent. Néanmoins, combinés entre eux, les canaux, évidemment, augmentent la significance du signal. Et puis, il y a encore moins évident le canal WW, là, dont je disais qu'il était vraiment infernal tout à l'heure. Là, on ne peut pas reconstruire une masse invariante, tout simplement parce que dans l'état final, il y a 2 neutrinos, et les neutrinos sont très élusifs, on ne peut pas les détecter. Donc, ce qu'on va voir, là, ce qu'on peut reconstruire comme observable, c'est quelque chose comme ça, et le signe du boson de Higgs, c'est juste une accumulation d'événements supplémentaires. Ce n'est pas une bosse dans une distribution. Donc, c'est encore moins facile à voir, mais néanmoins, ces événements-là contribuent à la significance du signal. Donc, le dernier plot barbare, ou presque. Ce que je vous montre là, c'est donc ce qu'on a montré en 2012. Donc, évidemment, là, j'ai été très rapide parce que je n'ai pas le temps, puis je ne vais pas vous faire un cours. Mais on a toute une batterie d'outils statistiques pour interpréter et exploiter les résultats dont je vous ai parlé là. Ce que je montre là, c'est la probabilité que ce qu'on ait observé soit que du bruit de fond, qu'il n'y ait pas de signal. Évidemment, quand cette probabilité s'écroule, devient toute petite, on peut dire qu'on s'éloigne de l'hypothèse bruit de fond seul, et donc on peut dire qu'on a vu du... Alors, on peut dire quand. Nous, on s'est fixé, en physique des particules, on s'est fixé une limite qui est à 5 écarts standards, ou je ne sais plus combien, 10-7 de probabilité. Donc, vous voyez que Atlas, tous les canaux combinés, présentaient un résultat à 6 écarts standards, ici. Donc là, on n'a plus clamé une découverte. Et CMS à 5 écarts standards, tout combiné. Donc là, c'est un outil statistique qui vous dit que, de façon très improbable, on est du bruit de fond, mais très, très, très improbable. Donc voilà, j'en arrive à ma conclusion. Donc on a vu une particule, c'est peut-être le boson de Higgs. Elle est en tout cas compatible avec un boson de Higgs standard. Là, ce que vous voyez sur ces diagrammes, dans l'axe des ordonnées, c'est en gros le rapport entre modèle standard sur pas modèle standard. Donc quand ça vaut 1, c'est qu'on s'approche de quelque chose de standard en fonction de la masse de la particule observée, à gauche pour Atlas et à droite pour CMS. Et vous voyez que c'est compatible avec 1, donc c'est compatible avec le modèle standard, le boson de Higgs du modèle standard. Néanmoins, évidemment, maintenant, il va falloir déterminer toutes les propriétés de la particule qu'on a observée. D'abord pour savoir si c'est un boson de Higgs, pour savoir si c'est aussi le boson de Higgs. Parce que le modèle standard dont je vous parle depuis le début n'est peut-être qu'un modèle effectif au domaine d'énergie dans lequel on est. Il y a peut-être des modèles alternatifs ou qui prennent le pas quand on monte en énergie. Il y en a un qui s'appelle la supersymétrie, par exemple, et qui prédit non pas 1, mais 5 bosons de Higgs. Et dans ces cas-là, on aurait peut-être vu le plus léger d'entre eux. Donc voilà, il reste tout à faire, en tout cas dans ce domaine-là. Et puis, je coupe court tout de suite à la question qu'on va me poser, c'est maintenant que vous avez trouvé, vous êtes au chômage. Non. Non seulement il faut qu'on étudie ce boson de Higgs, mais il y a aussi beaucoup d'autres questions en physique des particules qui continuent à se poser et qu'on continue à étudier. Merci.